Merci beaucoup. Alors, je voudrais commencer par remercier les amis de l'université qui m'ont invité ici à La Réunion. Donc voilà, c'était un grand plaisir de faire ces trois conférences, un grand plaisir de découvrir ce public et la richesse des questions du public. En tout cas, les deux précédentes, ils étaient bien. Hein, ce soir aussi, oui, je pense. Et puis aussi, c'était l'occasion pour moi et puis ma famille de découvrir cette île merveilleuse, superbe, qu'on n'a pas encore fini de découvrir d'ailleurs. Donc merci à I, à Marie-Françoise, des amis de l'université. Merci aussi à la médiathèque de nous accueillir si gentiment. Alors le thème que j'ai choisi donc pour cette conférence, c'est le thème du présent et du temps. Et d'ailleurs tout à l'heure je me disais, mais pourquoi j'ai choisi un sujet aussi difficile puisque le temps c'est une des notions les plus difficiles de la philosophie. Dès l'origine de la philosophie grecque, les philosophes se mettent à réfléchir au temps. Il y a des grands traités de philosophie sur le temps dès l'Antiquité, par exemple celui d'Aristote dans la physique. Et puis peut-être le principal de tout, c'est le traité de Saint-Augustin dans les Confessions, au livre 11, qui est probablement le travail le plus profond qu'un esprit humain ait fait sur le temps. C'est un ouvrage absolument incroyable, où il va au cœur de la question du temps et aussi du présent, dont il sera question de Saint-Augustin assez souvent ici. Donc c'est un problème théorique très ancien et qui se pose évidemment aux philosophes, mais aussi à nous tous. Hein. Ça, je vais le dire tout à l'heure, c'est pas seulement un problème théorique, c'est un problème existentiel aussi, bien entendu. D'ailleurs, moi, je crois que ce qui m'a conduit à faire de la philosophie, puisque j'étais ingénieur en effet avant, c'est, je crois, la question du temps. C'est-à-dire le fait de se sentir emprisonné dans le temps, de se sentir coincé dans le temps, avec un âge, avec une durée limitée, ce qu'on appelle en fait la finitude humaine. Donc la finitude humaine, dont j'ai pris conscience assez tôt, et à un moment donné, on se rend compte que le temps n'est peut-être pas éternel et qu'il y a eu un début, il y aura une fin. Donc c'est la question de la mort, de la finitude. Donc je crois que c'est ce souci du temps, en fait, qui a été à l'origine de ma recherche philosophique, comme si j'avais voulu trouver une solution, en fait, à la question du temps. Et j'aimerais vous présenter ce que j'ai découvert sur le temps et sur le présent. Je ne suis pas le seul à avoir découvert, je vais vous donner des citations de maîtres qui l'ont découvert avant moi, bien avant moi. Mais quand j'ai découvert ce que j'ai découvert sur le temps, j'étais extrêmement surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, je vais vous exposer quelques découvertes que j'ai faites sur le temps et qui, j'espère, vous intéresseront. Alors, donc c'est comme ça qu'on change, je crois. Alors, sur la question du présent, alors évidemment, beaucoup de philosophes de l'Antiquité, notamment, nous invitent à vivre au présent. C'est un classique de la philosophie grecque, pas seulement grecque d'ailleurs. Alors, quelques exemples. Ça va, vous voyez les... Voilà, parce que là, je ne vois pas les écrans. Donc, par exemple, cette phrase de Horace. Horace est un poète latin du 1er siècle. Tout le monde connaît le Carpe diem, bien sûr. Hein. Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, il est mis là sur une sorte de calendrier, de cadran solaire, en fait, chrétien, puisqu'on voit la croix. Donc, Horace dit ceci: « Pendant que nous parlons, le temps jaloux a fui. Cueille donc l'aujourd'hui, Carpe diem, cueille l'aujourd'hui, sans te fier demain. » Donc, il y a cette invitation de l'Antiquité à saisir l'instant présent, comme si saisir l'instant présent était peut-être une solution possible à la question de la finitude et de l'angoisse du temps. On verra si c'est possible de saisir l'instant présent. Donc ça, c'était plutôt les épicuriens, une des grandes écoles de la philosophie grecque. Hein, Horace en est un lointain disciple. Et puis vous avez les stoïciens, l'autre grande école de sagesse grecque. Là, c'est Marc Aurèle, hein, qui était empereur de Rome. Hein. Marc Aurèle était empereur de Rome, mais néanmoins philosophe. Et lui aussi, vous voyez, dans les Pensées pour moi-même, il nous invite à vivre le moment présent. Souviens-toi que chacun ne vit que le moment présent et que ce moment ne dure qu'un instant. Le reste, il a été vécu ou est dans l'incertain. Ouais. Donc le passé, voilà, a été vécu, le futur, on ne sait pas ce que ce sera, donc au moins il reste le présent. Donc voilà, les philosophes de l'Antiquité nous invitent à vivre le présent. On verra comment faire tout à l'heure. Et puis, évidemment, on pourrait traverser le temps. Et voici une phrase très connue de Pascal. « Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Donc là, on voit peut-être le lien entre le temps
le présent et la vie vraiment expérimentée. Ok. Voilà, donc cette phrase de Pascal, elle est extrêmement connue, c'est dans les Pensées, où Pascal nous dit qu'en fait on ne vit jamais le moment présent, on est toujours dans l'attente du futur, et par conséquent on espère être heureux, et comme on espère être heureux, on n'arrive jamais à être heureux. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Je sais pas, ce week-end, quand j'aurai fini le travail, ou pendant les camps de vacances, quand enfin j'aurai du temps pour moi, ou à la retraite, quand ce satané des boulots aura cessé de m'enquiquiner. Bon, donc c'est toujours demain, encore demain, mais dès lors, c'est jamais aujourd'hui. Et donc le bonheur n'est jamais là. Donc là, on voit déjà le lien, en effet, entre le temps présent et le bonheur. Vous voyez, il y a cette phrase en français, vous savez, l'espoir fait vivre. Pour Pascal, c'est le contraire en fait. L'espoir nous empêche de vivre, puisque c'est plutôt en cessant d'espérer qu'on pourrait être heureux en fait, si on arrive à trouver le bonheur ici et maintenant. Alors, je disais tout à l'heure que le temps n'est pas seulement un problème théorique, je le disais en introduction, mais c'est un problème existentiel. Voilà, j'ai pris cette photo intéressante où il y a le petit bonhomme qui est enfermé dans une cloche temporelle. On est enfermé dans le temps, on se sent coincé dans le temps. Alors là, j'ai cité quelques-uns des problèmes qui étaient les miens, mais j'imagine que ce sont aussi les vôtres. La mort, bien sûr, la nôtre et celle de nos proches. L'angoisse du temps qui passe, on a l'impression qu'on n'a jamais de temps pour faire les choses, que ça va trop vite. Nos souvenirs disparaissent aussi, et puis nous sommes inquiets devant le futur. Donc, si les philosophes de l'Antiquité et les philosophes suivants ont réfléchi à la question du temps, ce n'est pas simplement pour résoudre intellectuellement cette question, mais pour résoudre des problèmes existentiels qui sont fondamentaux. Et je crois même que si nous étions immortels, si nous devions durer toujours, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ferait de la philosophie. En fait, on se contenterait d'aller peut-être à la plage, à Saint-Gilles, là où je suis. Mais peut-être que l'origine de la philosophie, c'est cette inquiétude, ce souci de la finitude et du temps. Donc du coup, c'est une magnifique opportunité de réfléchir à cette question du temps présent. Au fond, la question qui pourrait être la nôtre aussi ce soir, donc c'est bien, peut-on vivre au présent, mais aussi, est-ce qu'on peut se libérer de la prison du temps? Est-ce qu'on peut résoudre ces questions? En tout cas, d'une façon qui ne soit pas simplement une espérance et une croyance, mais qui soit une solution qu'on puisse tester dans l'expérience et par la philosophie. Alors, donc, le problème du temps a été un sujet de lamentation chez les poètes et chez les philosophes. Alors, par exemple, vous voyez, j'ai mis je crois que c'est un tableau de Philippe de Champaigne, donc qui associe le crâne et le temps. On comprend pourquoi. Et Camus qui nous dit « L'homme appartient au temps et à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi » dans le mythe de Sisyphe. Ça, c'est des textes que j'ai lus quand j'étais adolescent et qui résonnaient en moi parce que je vivais aussi le temps comme une sorte d'ennemi qui faisait peur et même qui provoquait une sorte d'horreur, puisque le temps, on dit qu'on tue le temps, mais enfin c'est quand même surtout lui qui nous tue, jusqu'à la preuve du contraire. Donc voilà, c'est tout ce mouvement existentialiste français des années 50, 40-50, évidemment, met l'accent sur le temps qui passe. Les poètes n'ont cessé aussi de se plaindre du temps qui passait. Baudelaire, douleur, ô douleur, le temps mange la vie. Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons, croît et se fortifie. C'est bien écrit, magnifiquement écrit, c'est même en rime, mais le contenu est assez terrible, évidemment. Et puis, bon, un autre exemple, mais ça vous connaissez peut-être la chanson de Léo Ferré, « Avec le temps va, tout s'en va », même les plus chouettes souvenirs. C'est une chanson terrible à écouter, quoi. C'est la chanson la plus désespérante qui soit, enfin vraiment. En plus, il la chante avec comme ça un accent, c'est affreux. Alors, si vraiment il avait raison, si avec le temps tout s'en allait, ma foi, bon, qu'est-ce qu'il y aurait à faire, quoi. Mais vous allez voir que les philosophes ont peut-être une solution à nous proposer. Mais ceci dit, cette lamentation par rapport au temps, elle n'est pas seulement d'Occident. Là, je me suis amusé à aller voir des textes dans l'orientaux, indiens notamment. Donc ça, c'est un magnifique temple hindou du sud de l'Inde, près de Pondichéry, le temple de Tiruvannamalai, où on est allé aussi avec les filles
Il y a un ashram magnifique là-bas. Et donc, vous avez un texte là du 9e siècle, donc j'arrive pas à lire, mais enfin, vous le lisez. Vous voyez, c'est un jeune homme qui s'appelle Rama, en fait, ici, qui se plaint du temps. Hein. Le temps réduit tout en cendres, comme un rat le fait d'une corde. Il n'est rien ici-bas dans le temps de soi vorace. C'est avec une parfaite égalité que le temps, terrifiant souverain, s'en prend à toute chose. Hein. Le temps, en sanskrit, c'est kala. Et makala, c'est la mort aussi. Hein. Donc, voilà, évidemment, cette inquiétude du temps, elle est présente partout. Parce que dès qu'on est un homme ou une femme, et dès qu'on est conscient de soi, eh bien, évidemment, on est conscient de soi dans le temps. Et donc, les philosophes, tant occidentaux qu'orientaux, essayent de trouver une solution, s'il y en a, à cette question. Mais avant cela, avant de vous proposer la solution que peut-être qui existe, il faut qu'on s'attaque à un rude problème. C'est la question du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que le temps? Alors, c'est assez étrange parce qu'on a envie de dire, tout le monde sait ce que c'est que le temps, quoi. Je veux dire, si on me pose la question, quelle heure est-il? Il est 7h moins 20, je peux répondre. On comprend ce qu'est le temps. Si je dis le mot temps, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc, du coup, on peut se demander si c'est la peine de le définir. Et Pascal nous dit dans un de ses textes, vous voyez, que c'est impossible et inutile de le définir. Ça ne sert à rien de le définir parce que tout le monde comprend ce que c'est. En gros, c'est ce que dit Pascal. Tout le monde comprend ce que c'est. Donc, vous voyez, l'horloge sans fin. Voilà, quand on réfléchit sur le temps, on est pris dans un labyrinthe, comme ça, dans une espèce de spirale. Et vous allez voir, d'ailleurs, avec les réflexions de Saint-Augustin, que ça nous amène très loin. Donc, finalement, Pascal dit, pourquoi le définir, ça ne sert à rien, tout le monde sait ce que c'est. Et même, de toute façon, si on veut définir le temps, eh bien, la définition va être encore plus obscure que la connaissance qu'on en a. Et donc, Pascal s'amuse à donner quelques définitions de philosophes, notamment celle d'Aristote, en disant, vous voyez, c'est en fait encore plus compliqué que ce qu'on en savait. Et voilà, puis Saint-Augustin nous dit aussi, vous voyez, en fait, qu'est-ce que le temps? Si personne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je vais l'expliquer, je ne le sais plus. Voilà. C'est-à-dire, dès que je me mets à réfléchir à la question du temps, eh bien, je suis pris dans des abîmes de perplexité. Alors, Saint-Augustin essaye de répondre à la question. Donc, il dit d'abord, voyez, pourtant je déclare hardiment que je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé, que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir, que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Donc, en gros, c'est ce qu'on apprend au CE1. Vous voyez, là, j'ai trouvé une image d'une institutrice pour le CE1. On apprend aux enfants, d'ailleurs ça c'est intéressant, j'y reviendrai, on apprend aux enfants ce qu'est le temps. C'est donc que nous n'avons pas une connaissance innée du temps et que peut-être le temps est une construction. En tout cas, Saint-Augustin commence par dire que le temps, c'est le passé, le présent, le futur. Voilà, c'est assez banal, a priori, hein, tout le monde le comprend. Et évidemment, si Saint-Augustin s'était arrêté là, il n'aurait pas, je pense, eu la gloire qu'il a eue par la suite, parce que Saint-Augustin continue sa réflexion. Et alors, je vous la résume, en fait, hein, je résume la chose. Il dit ceci, le passé est passé, n'est-ce pas? Donc il n'est plus. Il n'est plus. Parce que s'il était encore là, ce serait du présent, justement. Donc le passé n'est plus. Le futur, quant à lui, n'est pas encore là, parce que s'il était là, il serait présent. D'ailleurs, c'est tant mieux que le futur ne soit pas encore là, parce que du coup, j'ai encore des vacances, par exemple. Vous voyez, donc le passé n'est plus, le futur n'est pas encore là. Et quant au présent, dit Saint-Augustin, le présent ne cesse de passer, en fait. Sitôt qu'il est là, il a disparu. Donc on se retrouve devant un paradoxe que le temps qu'on cherche à définir, on cherche l'être du temps. L'être du temps, c'est un non-être. C'est une sorte de néant. Hein. Le néant du passé, le néant du futur, et même peut-être le néant du présent. Donc il y a là un paradoxe profond qui saisit Saint-Augustin et qui saisit tous les philosophes et tous les scientifiques quand on se met à réfléchir au temps. C'est que le temps, au fond, l'être du temps, c'est une sorte de non-être. Donc du coup, on ne peut pas le définir. On peut définir que des choses qui sont. Mais quelque chose qui tend à ne pas être, quelque chose qui passe vers le néant, et ça semble impossible à définir, et donc nous voilà perdus. Oui, ça c'est un dessin d'un ami, François Maton, qu'il avait fait pour le livre. Donc en cet instant, je ne vois ni passé ni futur, c'est peut-être que nous sommes perdus. Alors nous sommes peut-être perdus, mais peut-être que cette errance dans un champ
un champ de blé, je ne sais pas. Cette errance-là est nécessaire pour comprendre ce qu'est le temps. Et j'espère vous faire sortir de cette errance. Alors, je vous parlais tout à l'heure des découvertes que je crois avoir fait avec d'autres, je ne suis pas le premier, découvertes que j'ai fait sur le temps et sur le présent, et qui pour moi ont été vraiment salvateurs, j'utilise le mot, par rapport à mes angoisses que j'avais sur la fuite du temps, sur le fait d'avoir un âge qui, déjà, vous voyez mes cheveux blancs, donc qui semblent être, non pas peut-être canoniques, on ne dira pas ça, mais enfin, voilà, l'automne, c'est le cheveu blanc de l'automne. Donc, voilà des découvertes que j'ai faites, je vous les présente comme ça, et après je vais les détailler. Donc, le présent est le seul temps. Première découverte. Alors, donc, il va falloir que je résolve tout à l'heure la question du passage du temps. Nous sommes constamment au présent, mais nous ne le savons pas. Le présent est éternel, alors voilà, ça peut vous paraître étrange. Et vivre au présent, c'est vivre sans âge. Donc voilà 4 découvertes que j'ai faites en lisant les livres, orientaux et occidentaux. Ce sont des découvertes que j'aimerais partager avec vous. Parce que vous voyez que si elles sont vraies, si je ne me suis pas trompé, c'est quand même quelque chose. Oui. C'est comme s'il y avait au cœur du temps un trésor qu'on ne voit pas, en fait. Un trésor qu'on néglige. Ce trésor, c'est le présent. Mais une certaine approche du présent, une certaine manière d'expérimenter le présent. Et d'ailleurs, je vais vous proposer, là, dans le cours de la conférence, quelques petits exercices pour tester notre rapport au temps et au temps présent. Donc, quand j'ai fait ces découvertes, en lisant les textes, en lisant les philosophes et en procédant moi-même à des analyses, j'ai été extrêmement surpris. Comme si je n'avais jamais, en fait, réellement compris ce qu'était le temps. Alors d'abord, le présent est le seul temps. Le présent est le seul temps. Alors, ça paraît étrange, puisque, a priori, on a vu tout à l'heure avec Saint-Augustin que le temps, c'est le passé, le présent et le futur. Bon. Mais Saint-Augustin ne s'arrête pas à cette conclusion, dans son livre 11 des Confessions, parce qu'il prolonge son analyse. Et là, ça devient vraiment extraordinaire, je trouve. Parce qu'il nous dit, il y a 3 temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes, le présent des choses futures. C'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul temps qui est le présent. Le présent du passé, c'est la mémoire. Si je pense à ce que j'ai fait hier j'ai fait une conférence à Saint-Paul. Je pense à ce que j'ai fait hier, j'y pense maintenant, donc au présent. Donc mon souvenir, il apparaît maintenant au présent. En fait, je me tourne vers mon passé, mais au présent. Donc c'est bien maintenant que j'ai ce souvenir. Si je me tourne vers demain, on a prévu de faire une promenade, eh bien, je tourne mon esprit vers demain, mais maintenant, en fait, mon projet apparaît maintenant. Oui. Mon attente apparaît maintenant. Et évidemment, le présent du présent, c'est l'attention, là, maintenant, la perception que nous avons, perception que j'ai de vous, de la salle, et de moi en train de parler. Donc, vous voyez que Saint-Augustin commence par dire, il y a 3 temps, le passé, le présent, le futur. En fait, non, c'est faux. C'est faux. Il y a le présent du passé, c'est-à-dire le présent, un présent qui apparaît sous la forme du souvenir, mais qui apparaît maintenant, un présent du futur et un présent du présent. Donc un seul temps qui est le présent. Un seul temps qui est le présent. Alors, je vous propose une petite expérience, toute simple, pour voir si on vit autre chose que le présent. Donc je vous pose quelques petites questions, voilà, vous y répondez pour vous en silence. Donc je vous demande de prêter attention à cet instant présent, regardez autour de vous. Voilà. Est-ce que vous voyez du passé? Non, on ne voit pas de passé là, vous voyez, on voit les choses qui sont présentes. Voyez-vous du futur? Non. Les objets apparaissent au présent, n'est-ce pas? Dans la pièce, tout est présent, tout n'apparaît que maintenant. Moi, je suis en train de vous parler maintenant. Et vous-même, n'êtes-vous pas aussi présent? Souvenez-vous de ce que vous avez fait hier soir, ce souvenir apparaît maintenant, n'est-ce pas? Imaginez ce que vous ferez demain, ce projet apparaît aussi au présent. Y a-t-il un autre temps que le présent? Tout n'est-il pas présent? Je mets sous forme de questions, je ne veux pas vous imposer du tout mes conclusions. Je vous laisse faire votre chemin intérieur. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une découverte profonde de voir qu'en fait, il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent. Lorraine me dit d'aller moins vite, c'est ça? Moins vite. Alors,
Donc, premier étonnement, il n'y a que le présent, et pourtant, je croyais bien qu'il y avait un passé, je croyais bien qu'il y avait un futur. D'ailleurs, du coup, il y a un certain paradoxe, et même un paradoxe certain qui apparaît, parce que si nous ne sommes qu'au présent, pourquoi les philosophes nous invitent-ils à vivre au présent, si je ne suis qu'au présent? Pourquoi Horace nous dit-il, vivez au présent, cueillez l'instant présent? Pourquoi Marc Aurèle nous dit, vivez le moment présent? Et ça, c'est intéressant. C'est que, et je vais le dire tout à l'heure, c'est une des découvertes que j'ai faites aussi, nous vivons le présent, mais nous ne le savons pas. Nous ne l'avons pas réalisé. C'est pour ça qu'effectivement, la philosophie est nécessaire. Alors, il y a eu un temps quand même où nous étions au présent, vraiment au présent, profondément au présent. Quel était ce moment? L'enfance. Voilà. Les enfants vivent au présent, beaucoup plus que les adultes. Les enfants vivent beaucoup plus dans le présent que les adultes. Et c'est pourquoi nous dit La Bruyère, qui est donc bien sûr l'écrivain français, les enfants n'ont ni passé ni avenir, et ce qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent. Vous voyez, les enfants ont cette capacité, les tout petits enfants vraiment, hein, d'être dans l'instant présent. Le passé n'existe pas vraiment pour eux, le futur pas non plus, ils sont vraiment dans l'instant présent. Au point d'ailleurs que les instituts, je pointe Lorraine du doigt parce que Lorraine est institutrice avec des maîtresses d'école avec des petits, et donc elle me raconte des histoires d'enfants qui sont vraiment dans l'instant présent, clairement dans le présent. Et donc le rôle d'ailleurs des professeurs, ça va être d'apprendre finalement le temps aux enfants. Et c'est pas simple de faire apprendre le temps aux enfants. Il y a toute une série comme ça d'apprentissage à faire. Avant 4 ans, vous voyez, très peu de notion du temps. Voilà, vous avez ça au tableau, vous pouvez voir. Donc vous voyez, il faut du temps pour apprendre une séquence logique, pour savoir si on est le matin ou l'après-midi, pour pouvoir utiliser les mots hier, demain, pour indiquer le jour de la semaine, indiquer le mois, indiquer la saison, indiquer l'année, indiquer le jour du mois. Il faut beaucoup de temps, en fait, pour finalement vivre dans le temps et comprendre ce qu'est le temps. Et peut-être je peux faire appel à vos souvenirs. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments dans votre vie, en effet, quand vous étiez enfant, où le temps n'était pas un souci, en fait. Le temps n'était pas un souci, parce que l'instant présent, c'était tout ce qu'il y avait. Et ce tout était la totalité, en fait. Rien ne manquait, puisque tout était plein, en fait, du présent. Et je crois que je le disais hier, que je disais que les problèmes ont commencé quand on a quitté l'enfance. Bon, il faut quitter l'enfance, il faut bien apprendre ce que c'est le temps, il faut apprendre tout ça, mais pour moi, la chute, vous savez, dans la Bible, on parle de la chute du paradis, Adam et Ève qui quittent le paradis. Pour moi, le paradis, ça a été l'enfance, en fait. Ça a été pour moi une traversée d'étoiles, parce que j'étais dans l'instant présent. Et la chute du paradis, c'est la chute dans le temps, en fait. C'est à partir du moment où le passé devient, voilà, le passé est lourd de regrets, et le futur devient source d'inquiétude. Donc la chute du paradis, c'est la chute dans le temps, je crois vraiment. Bon, mais cette chute, elle est nécessaire, hein, puisqu'il nous faut bien sûr avancer dans le temps. Alors, donc le paradoxe dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, il y a un paradoxe, nous vivons toujours au présent. Alors pourquoi les philosophes nous demandent-ils de vivre au présent? Voilà, qu'y a-t-il à découvrir au cœur du présent? Quel merveilleux trésor se cache au cœur du présent? Et je vous propose un deuxième exercice. Pouvons-nous vivre un autre temps que le présent? Est-ce qu'on peut vivre ailleurs que maintenant? Alors a priori, ça va être difficile de sortir du présent. Essayez de quitter le présent. Allez-y, essayez vraiment de quitter le présent. Nous cherchons à demeurer dans le présent. Supposons que vraiment nous suivons les instructions des philosophes qui nous disent de vivre dans le présent. Donc nous cherchons à demeurer dans le présent, mais pouvons-nous le quitter? Nous sommes présents par notre corps, vous voyez, le corps est présent. Nos pensées, nos images, nos émotions arrivent au présent. Tout notre être vit au présent. Ainsi, il est impossible de ne pas vivre au présent. On ne peut échapper au présent puisqu'il n'y a que le présent. Donc ça, vous voyez, c'est assez paradoxal quand même. On ne peut pas vivre ailleurs qu'au présent. Donc, peut-on vivre au présent? Je dis, on ne peut pas vivre ailleurs qu'au présent. Nous sommes toujours au présent. Est-ce que quelqu'un réussit dans la salle à quitter le présent? Levez la main, ça m'intéresse. Vous avez réussi?
Oui, exactement, par l'imaginaire. Voilà, on peut tout d'un coup se mettre, vous avez raison de pointer l'imaginaire et les pensées. Par les pensées, on peut réussir en fait à presque croire que le présent n'est pas le seul temps. Et vous avez raison, l'imagination, la pensée, c'est sans doute le problème. Et c'est pour ça que nous vivons au présent, mais nous ne le savons pas. Vous avez tout à fait raison. Nous réussissons par l'imagination à nous faire croire que nous ne vivons pas au présent, mais que le passé et le futur sont quasiment aussi réels que le présent, voire plus réels que le présent même. Et ça, c'est quelque chose que Pascal nous avait dit aussi. Hein. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Alors pourquoi? Dites pas. Pascal développe, il nous dit parce qu'on regrette le passé. Donc le passé nous semblait vraiment bien. On aimerait revivre sa jeunesse, par exemple. Donc on se plonge dans son passé par la pensée. Ou alors on anticipe l'avenir, comme j'ai dit tout à l'heure. On aimerait vraiment que demain soit déjà là, que la fin de la conférence soit déjà là peut-être, ou le week-end, etc. Et là, c'est paradoxal, dit Pascal, parce que on voudrait que le futur soit déjà là, mais quand il est là, on trouve qu'il passe trop vite. C'est-à-dire qu'on trouve, d'un côté, on trouve que le temps est trop lent à venir, d'où notre impatience, et quand il est là, on trouve qu'il passe trop vite. Donc on n'est jamais content, quoi, on n'est jamais content avec le temps. Donc le problème, c'est peut-être en effet, enfin le problème, oui, ce qui nous fait quitter le présent en imagination, c'est le problème, c'est la pensée. Voilà. Nous sommes en quelque sorte pris dans nos pensées, pris dans nos images, et on quitte la perception, on quitte l'instant présent. Voilà pourquoi donc les philosophes nous invitent à vivre au présent. Nous y sommes, mais nous le quittons par nos soucis, nos projets, nos regrets. Et voilà pourquoi, par exemple, Sénèque, encore un philosophe stoïcien, nous dit « Embrasse toutes les heures, dit Sénèque, de la sorte tu dépendras moins du lendemain quand tu auras mis la main sur l'aujourd'hui. » Donc en fait, voilà, il s'agit de mettre la main sur l'aujourd'hui. En fait, nous sommes dans l'aujourd'hui. Nous sommes même dans l'instant présent, mais voilà, on l'oublie. On l'oublie. Donc vous voyez, déjà c'est deux choses. Pour moi, ça a été important en tout cas. Un, il n'y a que le présent. Trois choses en fait. Un, il n'y a que le présent. Deux, nous ne pouvons pas quitter le présent. Et pourtant, on y arrive par nos pensées. D'où l'importance de la philosophie, qui nous le rappelle et qui nous donne peut-être des outils pour revenir au présent. Mais, alors j'ai fait une découverte. Voilà, j'ai remarqué, oui, j'ai fait une découverte qui m'a stupéfait. C'est qu'il y avait un lien entre le présent et l'éternité. Et même le présent et l'éternité. Le présent et l'éternité. Alors par éternité, ici, je vais détailler plus loin, je ne veux pas dire l'immortalité. L'éternité, ça n'est pas une durée infinie. L'éternité, c'est quelque chose qui pourrait s'appeler la temporalité, l'absence de fuite du temps. Il y a dans le présent, une porte, si vous voulez, qui nous mène vers l'éternité. Alors, comment est-ce que je peux affirmer une chose aussi, peut-être qui vous paraît étrange? C'est qu'en fait, tout passe au présent, c'est vrai, tout passe au présent, nos pensées, les souvenirs, tout passe au présent, mais le présent, lui, ne passe jamais. Le présent ne passe pas. Nous ne manquons jamais de présent. Il est toujours là. Il est là maintenant, il est là. Ma parole arrive et s'en va. Nos sensations aussi changent. Hein. Vous aviez chaud, tout à l'heure peut-être un peu froid, je ne sais pas. Donc il y a du passage, mais le passage est dans le présent, et le présent ne manque jamais. Le présent est toujours là. Il a une dimension, en effet, perpétuelle. Alors, je vous propose un autre petit exercice. Le présent et l'éternité. Donc, prenez conscience que les sensations visuelles, sonores changent. Donc, il y a du son qui passe. Vous voyez. Il suffit de bouger la tête et vos perceptions visuelles changent. Prenez conscience que vos émotions et vos pensées changent. Les pensées, je ne sais pas combien on a de pensées par jour, mais des dizaines de milliers. Elles changent tout le temps, plein d'émotions aussi. C'est comme le temps, il fait beau et puis il pleut. Et prenez conscience que tout ce qui passe ne passe qu'au présent, forcément, puisque nous l'expérimentons. Le son là qui change, nous l'entendons au présent. Maintenant et encore maintenant.
mais est-ce que le présent change? Est-ce que le présent en tant que, si vous voulez, contenant, voilà, est-ce que le présent en tant que contenant de ce qui apparaît change? Le présent demeure toujours là, il demeure toujours présent. C'est difficile à décrire en fait. Il y a une qualité, si vous voulez, là du présent qui demeure toujours le même. Donc le présent change-t-il? Alors le contenu du présent change, mais le fait qu'il soit présent, ça ne change pas. Ne reste-t-il pas toujours présent? N'est-il pas le lieu immuable où passent tous les changements? Alors évidemment, utiliser le terme lieu, c'est un peu étrange parce que le lieu, ça renvoie à l'espace, et là on parle du temps, mais difficile d'en parler autrement. N'est-il pas le lieu immuable où passent tous les changements? N'est-il pas, en un sens, immobile, immuable et toujours neuf? Ça, c'est une qualité extraordinaire du présent qui est toujours nouveau. Toujours nouveau et toujours le même. Le présent, n'est-ce pas l'éternité? Alors, par l'éternité, je vous le disais tout à l'heure, et ça c'est très important, j'entends donc la temporalité, la fin du temps. La réalisation que le présent jamais ne cesse d'être. Et non pas une durée infinie qui serait un temps sans fin. Oui, je distingue la fin du temps et le temps sans fin. Un temps sans fin qu'on appelle plutôt en philosophie la sempiternité. C'est-à-dire quelque chose de sempiternel, c'est quelque chose qui dure longtemps, voire toujours. Là, le présent ne dure pas en un sens. Il a cette qualité d'être hors de ce qui passe. Il est le contenant de ce qui passe. Il accueille tout ce qui passe. Mais lui, en tant que contenant, est toujours là, toujours neuf, toujours disponible, et jamais il ne manque. Donc, ce sont évidemment pas des découvertes que j'ai été le premier à faire, hein, loin de là, bien sûr. Et je vous donne quelques exemples là, de philosophes qui m'ont inspiré. Par exemple, philosophe autrichien, qui était un grand logicien aussi du début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, Wittgenstein, dans un texte d'ailleurs qui porte un nom curieux qui s'appelle Tractatus Logico-Philosophicus, donc traité logique et philosophique, il dit ceci: si l'on entend par éternité non pas la durée infinie mais l'intemporalité, alors moi ce que j'appelais la temporalité, mais c'est pareil, l'intemporalité, alors il a la vie éternelle, celui qui vit dans le présent. Alors ça c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire si on vit vraiment dans le présent, peut-être en effet qu'on devient éternel comme le présent. Donc chez les philosophes, c'est tout à fait, on peut le découvrir. Chez les mystiques, enfin ce que j'appelle mystiques, si vous voulez, les gens qui ont une approche peut-être plus spirituelle que philosophique. Je ne sais pas si vous connaissez Angelus Silesius, l'ange de Silésie, en fait. C'est un mystique chrétien qui a écrit un livre, celui-là, Le Pèlerin chérubinique, qui est une suite de poèmes à deux vers. Donc ça s'appelle un distique, je crois, hein, un poème à deux vers, distique, voilà. Donc une suite de distiques, c'est merveilleux, c'est de toute beauté. Et ce mystique, Angelus Silesius, a été très influencé par la mystique de Maître Eckhart, qui est le plus grand, à mon avis, mystique chrétien. Donc voici ce que dit Angelus Silesius, vous l'avez, voyez, vous le lisez: le temps est tel l'éternité, l'éternité tel le temps, pourvu que toi-même tu ne le distingues pas. C'est-à-dire au cœur du temps, dans le présent, se trouve l'éternité. L'éternité n'est pas la fin du temps quand je serai mort, par exemple, dans un royaume hypothétique, mais l'éternité est ici, maintenant, dans le temps, au cœur du temps, au cœur du présent. Ça, c'est extraordinaire. Pourvu que toi-même tu ne les distingues pas, parce qu'évidemment, nous, on fait de l'éternité un objet lointain, comme je le disais, qu'on atteindra peut-être après notre mort, que sais-je. Non. Si je sais voir l'éternité dans le temps, alors, en effet, je la découvre. Et alors, un philosophe, alors là, c'est clair, hein, vous voyez, Nicolas de Cuse, un philosophe que j'aime beaucoup du XVe siècle, très influencé aussi par la mystique de Maître Eckhart. Alors lui, vous voyez, c'est très clair. On remarquera que le lieu du temps est l'éternité, c'est-à-dire l'instant ou encore le présent. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On remarquera que le lieu du temps est l'éternité, c'est-à-dire l'instant ou encore le présent. Car quel être peut-on détecter dans le temps, sinon le présent? Le temps flue, c'est-à-dire passe, s'écoule, hein, comme un fleuve. Le temps flue, et son flux ne peut couler que d'être en être. Le temps flue, coule, mais toujours dans l'être du présent. Cet être, c'est le présent, ou l'instant, c'est-à-dire l'éternité, ou encore l'instant présent, parce qu'il est toujours immobile. Vous voyez, donc j'ai rien inventé, vous voyez, j'ai fait que lire, essayer de... et prendre au sérieux, en fait, ce que je lisais.
et Nicolas de Cuse, qui était cardinal d'ailleurs, au demeurant. Nicolas de Cuse le pointe très directement. Alors là, je vous ai parlé de l'Occident. Le temps me manque pour développer la question du temps et du présent dans l'Orient, mais là, dans le livre, je consacre des chapitres à la question du temps dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Et évidemment, on retrouve la même découverte. Alors, je vous ai quand même donné un exemple d'un maître contemporain, évidemment 97, c'est un lama tibétain qui s'appelle Gendun Rinpoche. Rinpoche, c'est le trésor, hein. Gendun, le précieux. Donc, c'est une tradition, la tradition Kagyu du Mahamudra, tradition très, très directe aussi dans son approche. Donc, Gendun, je n'ai pas rencontré Gendun, mais j'aurais bien aimé parce que c'est quelqu'un qui était, voilà, vous voyez son sourire plein d'humanité, voilà. Et aussi un grand mystique et philosophe. Il dit ceci: laissons simplement l'esprit être ce qu'il est dans l'instant immédiat, entre l'avant et l'après. Cet instant ne peut pas être appréhendé mentalement, il n'est pas un objet de connaissance, il est inconcevable, inexprimable, il se situe au-delà de l'espace et du temps, il est l'éternité de l'intemporel. Il ne peut être connu que dans l'expérience immédiate de la conscience non duelle de l'instantanéité. Vous voyez, ce qu'il nous dit ici, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir par la pensée, finalement, car la pensée est toujours dans le temps. Hein. Quand vous pensez, vous développez des phrases, finalement, un discours qui prend du temps, comme une démonstration mathématique. Il y a un fil directeur, temporel. Donc ça ne peut pas être finalement exprimé par la pensée, mais ça peut être expérimenté. Dans ce qu'il appelle la conscience non duelle, donc une conscience qui ne sépare plus en deux, le temps et l'éternité, par exemple. Et je suis sûr que Gendun Rinpoche n'a jamais lu Nicolas de Cuse. Hein, donc c'est pas quelque chose qu'il a trouvé chez Nicolas de Cuse. Ça vient de sa tradition à lui, ça remonte au Bouddha. Dans les sutras du Bouddha, Bouddha dit il y a un non-né. Un non-né. N-O-N-N-E. Donc quelque chose qui n'est pas né. Alors voilà aussi quelque chose qui m'a stupéfait, c'est que si vraiment on vit au présent, eh bien on se découvre sans âge. Voilà qui est stupéfiant parce qu'on pense qu'on a un âge, non? C'est indiqué l'âge est indiqué sur la carte d'identité par la date de naissance en tout cas. Il faut faire un calcul après. Donc 2019 moins, ça donne ça. Ouais. Alors évidemment, parfois dans les pays où, disons, l'état civil est un peu insatisfaisant, bon, à 10 ans près, on ne sait pas trop. Hein. Voilà, mais on fait un calcul. Donc on pense avoir un âge. Mais je pose cette question. Avons-nous vraiment un âge? Vous voyez, là, j'ai trouvé un petit dessin, enfin une peinture même, qui vient du XVe siècle. On voit les différents âges de la vie. Vous voyez, le bébé, le jeune enfant, l'enfant, l'adolescent, l'homme adulte, et ensuite le vieillard. Donc effectivement, on a l'impression qu'on passe par tous ces âges. Et j'avais cru aussi, finalement, que j'avais avancé en âge, en fait. Pourtant, il y a des intuitions chez les philosophes et les poètes. Vous connaissez sûrement ce poème, regardez. C'est le pont Mirabeau, d'Apollinaire, dans Alcool. Et ça, c'est vraiment une photo du pont Mirabeau à Paris. Il dit ceci: sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. C'est magnifique, ne serait-ce que, là, il y a des professeurs de lettres, c'est un des plus beaux poèmes de la langue française, je trouve. Et là, il décrit, vous voyez, voilà, on l'imagine au-dessus du pont Mirabeau, il voit la Seine couler, la Seine qui coule, c'est le symbole du temps qui passe. Hein. La joie succède à la peine. Bon. Vienne la nuit, sonne l'heure, voilà, c'est le temps qui est compté, c'est le tic-tac du temps. Les jours s'en vont, c'est vrai, mais regardez, je demeure. Je demeure, le je demeure. Il fait, vous voyez ici, l'expérience, je crois, de quelque chose en lui qui demeure, un jeu. Un jeu, c'est-à-dire, au fond de nous, peut-être notre vrai moi, notre véritable identité, je demeure. Donc j'avais lu ce poème quand j'étais jeune, et voilà, ça me donnait une espérance, quoi. Je demeure, il a peut-être raison, peut-être qu'en effet, il y a en nous quelque chose qui demeure, qui reste là,
et qui peut contempler le flux du temps, le temps passé. C'est formidable. Et puis, bien sûr, j'ai déjà cité, je crois, hier ou avant-hier, cette phrase Spinoza. Spinoza n'est pas un poète, hein. C'est un philosophe, et quel philosophe? Il a écrit l'Éthique, qui est donc un traité de philosophie. Il a écrit l'Éthique comme une démonstration mathématique. Je ne sais pas si vous avez regardé l'Éthique. Bergson disait à propos de Spinoza, tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Parce que l'éthique, c'est un modèle absolu pour un philosophe. Parce qu'on aimerait tous, en tant que philosophe, atteindre l'exactitude des mathématiques. Si vous voulez, quand un mathématicien vous fait une démonstration, là, il n'y a pas de contestation possible. Il n'y a pas d'opinion possible devant une démonstration mathématique. C'est vrai. Vous voyez, et donc on s'incline, l'esprit s'incline devant la vérité de la conclusion. Et donc Spinoza a essayé de faire un livre de pure démonstration, hein, qui est fait de définition, démonstration, théorème, scolie, définition, comme ça. Ça commence par Dieu et ça finit par la béatitude et la liberté humaine. Et donc dans ce livre, dans la dernière partie, il y a cette phrase qui a vraiment été abondamment commentée. Je crois que tu avais invité Frédéric Lenoir l'an passé, et Frédéric Lenoir a écrit un livre sur Spinoza qui est très très bien. Franchement, je vous invite à lire ce texte. Et d'ailleurs, lui aussi, Frédéric insiste sur la dimension mystique de Spinoza, comme je le fais moi-même. Donc Spinoza dit, nous sentons et faisons l'épreuve, c'est-à-dire l'expérience, que nous sommes éternels. Nous sentons que l'existence de notre esprit ne peut être définie par le temps ou expliquée par la durée. Donc vous voyez, quelque chose dans notre esprit échappe au temps, échappe à la durée. Donc là, je vous ai mis, je fais un peu de publicité, profitons-en. Là, je vous ai mis un livre que j'ai édité dans ma maison d'édition, qu'a fait Bruno Giuliani, qui est un professeur de philosophie. Il a réécrit l'éthique dans des mots modernes, si vous voulez, pour la rendre plus facile d'accès, parce que c'est comme un livre coriace, hein, difficile. Et donc, voilà une entrée possible dans l'œuvre de Spinoza. Voilà. Et d'ailleurs, le livre de Frédéric a attiré l'attention sur Spinoza, et donc ce livre s'est vendu comme des petits pains. Merci Frédéric. Alors, voilà, dont on parlait tout à l'heure, tu parlais de Douglas Irving, qui est un philosophe anglais, et lui aussi, si vous voulez, lui aussi parlait de cette dimension du centre qui n'a pas d'heure, 0 heure au centre. Il n'y a pas d'heure au centre, il n'y a pas de temporalité au centre. Le lieu où vous êtes, dit-il, est hors du temps. Absolument, il n'y a jamais affranchi du temps et de tout ce qui s'y rapporte. Ici, chez vous, au centre, hein, il n'y a pas l'ombre d'une trace de temps pour vous troubler. En fait, vous n'avez jamais été ailleurs que dans l'éternité, où il est toujours 0 heure. 0 heure, 0 minute, 0 mois. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de l'Orient. Voilà, alors un des plus grands sages indiens, je l'ai cité hier aussi, Ramana Maharshi, qui vivait dans le sud de l'Inde, qui a passé 20 ans dans des grottes de la montagne de Tiruvannamalai, qui s'appelle Arunachala. Et donc, voilà, et bien dans l'Inde aussi. Alors, l'éternité, c'est éternel, ça se dit nityam en sanskrit, et ça c'est constant dans les textes de l'hindouisme. Donc, l'idée de temps n'est que dans votre mental, elle n'est pas dans le soi. Alors, vous voyez, ce que nous sommes vraiment, l'Advaita Vedanta, dont il est un représentant, cette école appelle ça le soi. Le soi. Donc, elle n'est pas dans le soi, hein, donc l'idée du temps n'est pas dans le soi. Pour le soi, il n'y a pas de temps. Le temps est une idée qui s'élève dès que l'ego s'élève. Mais vous êtes le soi au-delà du temps. Donc l'ego, ça serait peut-être, la pensée, le souci de la pensée, le souci du futur et du passé. Ce serait cette histoire personnelle aussi qu'on se raconte. Donc dès que l'ego s'élève, en effet, dès qu'on croit à cette histoire personnelle, on est plongé dans le temps. Et on pense avoir un âge. Si je me prends en effet pour l'histoire personnelle de José Leroy, j'ai un certain âge. 54 ans, je crois, si je fais le calcul. Voilà, 2010, oui, 54 ans. Donc, effectivement, si je crois à cette histoire qui est dans mon état civil, j'ai 54 ans. Mais si je regarde au cœur, dans le trésor, dans le trésor du présent, je ne trouve pas de temps. Alors, on va faire l'expérience, si vous voulez bien. Hein. Avez-vous un âge? Alors, quel est notre âge? Alors, je sais bien que, voilà, il y a un chiffre qui va apparaître de la mémoire. Hein. Ne nous le dites pas, hein, vous gardez-le pour vous, mais... Donc, soyez attentifs à votre présence, ici et maintenant.
au fait d'être. Pouvez-vous trouver un âge dans ce sentiment d'être? Sans doute un nombre surgit de la mémoire, 25 ans ou 60 ans, mais sans faire appel à votre mémoire. Pouvez-vous évaluer un quelconque âge dans l'instant présent? Sans la mémoire, uniquement à partir de l'expérience de l'instant présent. Est-ce que vous pouvez trouver un âge? Le corps a un âge, c'est sûr, hein, le corps a 54 ans pour moi, hein, mais votre présence consciente en a-t-elle un? Cet espace de conscience porte-t-il en lui-même un âge? A-t-il la moindre caractéristique comme jeune, vieux, âgé? Cette présence, cette conscience que vous êtes, n'est-elle pas absolument sans âge, fraîche comme le premier matin du monde? J'avais un jour parlé de ça avec mon papa et mon père qui est décédé maintenant, et il ne s'intéressait pas du tout à la spiritualité, pas du tout. Mais un jour, quand il a atteint 60 ans, il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais José, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 60 ans. Je lui ai dit, ah bon, tu as l'impression d'avoir quel âge? 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire en fait jeune, quoi. Hein, 20 ans, c'est l'âge de la jeunesse, c'est-à-dire d'être jeune. Donc, voilà, ces 4 découvertes, pour moi, elles ont été vraiment fondamentales. Elles ont changé mon rapport au temps. Le seul temps, c'est le temps présent. Nous ne pouvons pas quitter le présent. Nous oublions le présent. Nous oublions le présent par nos pensées. Le présent, c'est l'éternité. Et si on vit dans le présent éternel, alors nous n'avons pas d'âge. Le corps a un âge, mais ce que nous sommes vraiment n'a pas d'âge. D'ailleurs, je suis sûr qu'on en a l'intuition. On a l'intuition quand nous, comme dit Apollinaire, il y a un jeu qui demeure, qui ne change pas. Alors, que veut dire vivre au présent? Alors, vivre au présent, ça n'est pas non plus vivre sans mémoire. Ça, c'est important de le dire, parce que sinon, voilà, il faudrait se débarrasser de toute sa mémoire, toute son histoire, c'est impossible et c'est pas utile. D'ailleurs, il y a des gens qui perdent la mémoire, c'est pas très enviable non plus. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui a eu beaucoup de succès dans les années, il y a 10 ou 15 ans, qui s'appelait « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». C'était écrit par un neuroscientifique qui s'appelle Oliver Sacks. Donc il décrit dans son livre différents cas pathologiques, quoi, de personnes qui souffrent de lésions neuronales. Et notamment, il y avait l'histoire d'un marin qui s'appelait Jimmy. Et ce marin, en fait, quand il a eu à peu près 70... C'est un alcoolique, un alcoolique très sévère. Et l'alcool peut avoir un effet sur la mémoire. Et quand il est arrivé à 70 ans, eh bien, il a perdu toute sa mémoire et il s'est retrouvé à ses 19 ans. Et donc, il pensait être en 1945. Et en 1945, il était un matelot de l'armée américaine. Donc, il pensait qu'on était en 1945 et qu'il avait 19 ans. Il n'avait plus du tout la capacité de se souvenir de quoi que ce soit. Donc, il vivait dans une sorte de présent perpétuel, c'est vrai, mais là, sans la mémoire, il ne pouvait pas fonctionner. Et d'ailleurs, à un moment donné, Oliver Sacks pense qu'il lui raconte des histoires, quoi, en disant qu'il a, non, j'ai 19 ans, parce qu'il a un physique de 70 ans, et il lui tend un miroir. Un peu cruel, hein. Il lui tend un miroir et Jimmy se voit. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Qu'est-ce que je vois là? Parce qu'il voit un petit monsieur. Et donc le docteur lui enlève le miroir et puis après, de toute façon, il a oublié. Hein. Il a oublié l'événement. Donc voilà, et il retrouve ses 19 ans et sa sérénité. Donc il ne s'agit pas de vivre sans mémoire. Bien sûr, nous avons des souvenirs, mais nous savons que ces souvenirs arrivent au présent. Oups là, attendez, ça va être trop vite. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de vivre sans faire de projet. Nous avons besoin de faire des projets. Nous avons besoin de préparer l'avenir qui bientôt sera présent. Sinon, le présent risque d'être difficile. Donc, il ne s'agit pas d'être insouciant. Mais il faut comprendre que ces projets, nous les faisons au présent. Ça va vite. D'accord. Bon. Et ce n'est pas non plus fuir le temps et le changement. Ça, c'est évidemment, il ne s'agit pas de se dire, ici, il y a l'éternité au centre, donc je vais fuir le temps parce que le changement ne m'intéresse pas. Non, il s'agit de vivre les deux ensemble, à la fois l'éternité et le temps, c'est-à-dire à la fois le passage du temps, à partir de ce qui n'a pas d'âge. Et là, vraiment, c'est merveilleux. Si on est, en tout cas, quand moi, je me croyais enfermé dans le temps, je vivais ça de manière horrible, le temps qui passe, mais là, je le vis joyeusement. J'accueille joyeusement le passage du temps à partir de l'éternel nouveau du présent. Donc, vous voyez, au fond, on pourrait représenter ça par deux flèches. Une flèche vers le temps, donc le temps arrive, je l'accueille, et je l'accueille à partir du soi, comme dirait Madame Archie, à partir de ce qui n'a pas d'âge. Et les deux ensemble, c'est merveilleux.
Voyez, là, le passage du temps est célébré à partir de ce trésor de l'instant présent. Angelus Silesius, regardez, homme, si tu projettes ton esprit par-delà, bon, il disait homme, mais homme-femme, hein. Homme, si tu projettes ton esprit par-delà l'espace et le temps, tu peux à chaque instant te mouvoir dans l'éternel. Donc on peut se mouvoir dans l'éternel, bien sûr, et accepter et vivre l'instant présent. Et j'aime beaucoup ces phrases de Maître Eckhart. Je l'ai dit souvent aussi, il est dans l'âme une puissance qui n'est touchée ni par le temps ni par la chair, qui émane de l'esprit et qui reste dans l'esprit et est absolument spirituelle. Là ne subsiste ni temps ni espace, ni avant ni après. Tout survient dans un nouveau et verdoyant voici, oui, pour lequel 1000 ans ne sont qu'un instant. Donc j'aime beaucoup ce verdoyant voici, voyez. C'est-à-dire que, donc j'ai mis l'image du printemps, voyez, parce que ce temps présent, vécu à partir de l'éternel, c'est un éternel printemps, en fait. Voyez, c'est toujours quelque chose de neuf, d'étonnant, finalement, et c'est ce qu'on vivait quand on était enfant, hein, parce que les enfants sont dans cet étonnement de l'instant présent, où tout est vu pour la première fois à partir de ce qui ne passe pas. Voilà, donc voilà les découvertes que j'ai faites en m'appuyant sur les auteurs d'Orient et d'Occident. Ça a changé mon rapport au temps, ça a littéralement changé ma vie, puisque j'ai découvert en moi ce qui ne passe pas, mais qui accueille le passage et se réjouit du passage. Et je pense que nous avons tous en nous cette intuition, j'en suis sûr. Donc c'est comme si j'avais retrouvé mon enfance, que je croyais avoir perdue. Hier, j'en discutais d'ailleurs avec une personne qui était à la conférence, et elle me disait que pour elle, elle pouvait dater le moment où elle avait quitté l'enfance et où les problèmes étaient tombés sur la tête. Elle a dit sur la tête, elle a utilisé cette expression, je ne sais pas si elle est dans la salle. Vous voyez, et alors elle avait de la chance que ça lui arrivait à 14 ans. Donc c'était tard, hein, 14 ans, elle a gardé cette capacité de fraîcheur longtemps. Hein. Mais nous pouvons retrouver cette enfance. Donc ça, j'en ai parlé dans ce livre. Voilà, ça c'est pas. Voilà, je veux signaler que dimanche, je fais un atelier avec mon épouse Lorraine ici. On va revenir sur ces questions, pas loin ici à Saint-Denis. Et merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de cette attention.